avec Aude, il va collaborer à un autre bâtiment que j'ai mis à la fin parce que ce bâtiment aura plusieurs vies. C'est un bâtiment existant que Aude va transformer une première fois en 1916 avec l'aide de Van Doesburg. Et plus tard, il va à nouveau le retransformer d'une manière plus moderne dans les années, la fin des années 20. Donc voilà la façade de cette maison, qui s'appelle la Villa Alegonda. Et cette fois-ci, on comprend que dans cette maison en particulier, Aude a, on le voit par rapport à la maison voisine, qui est construite à la même époque, a vraiment quitté la réutilisation du langage traditionnel pour produire des volumes cubiques ayant des connexions les uns avec les autres, des rapports assez libres les uns par rapport aux autres. Dans cette architecture de Aude, on voit une autre influence qu'il est nécessaire d'évoquer, qui est plutôt l'influence de l'architecte autrichien Adolf Loos, dont on a parlé également l'année dernière. Loos qui est certainement, avec le Corbusier, une espèce de grand rénovateur de la pensée architecturale, en particulier dans la gestion libre des corrélations d'espace intérieur qu'il va appeler le Raumplan, et qui consiste à organiser la continuité spatiale intérieure, la connexion des espaces intérieurs les uns avec les autres dans une suite de parcours, et les volumes globaux du bâtiment dépendent de cette organisation intérieure, et les ouvertures des façades, on le voit ici, dépendent aussi, sont la conséquence du plan. Donc entre le Raumplan et le plan libre de Le Corbusier, on a deux directions de l'organisation spatiale très différentes, mais qui sont aussi largement une sorte de renouveau de la composition de l'espace traditionnel. Et à l'intérieur de ce bâtiment, Doesburg va également, dans la première phase de construction, créer des vitraux, composition 5, ici, à la fois en dessin et en travail. Et on voit les transformations faites plus tard, en 1928, par Aude, qui intègrent des mobiliers qui sont plus en référence à l'architecture du Bauhaus que l'architecture de Stihl. C'est dans l'œuvre de Aude une très importante évolution. Les premiers bâtiments sont des bâtiments collaboratifs avec De Stihl, mais son architecture proprement dite, personnelle, va évoluer vers, comme beaucoup des architectes qu'on verra, vers une relation à l'architecture internationale liée au modernisme international, liée au Bauhaus et à l'œuvre de Le Corbusier également. Bien, on termine ces portraits des collaborateurs de Aude par celui qui commence son travail, là on parlera de lui beaucoup plus tard de manière spécifique, comme menuisier, entre guillemets, hein, comme créateur de meubles. On le voit ici assis sur une chaise qui va faire sa célébrité. Il s'appelle Rietveld, et il va également participer à ce travail de Stihl. Dans les collaborations architecturales, Doesburg va participer là aussi à des mises en couleur d'espaces intérieurs créés par l'architecte, encore un autre architecte, qui s'appelle Robert Van Cloef. Je reviens à cette image.
La première de leurs collaborations, c'est une maison construite par Robert Vantoff, je vais en parler plus précisément, pour un pasteur qui est un des grands leaders du socialisme en Hollande. Donc on voit ici le dessin de Doesburg pour l'intérieur de cette chambre, avec, je l'ai évoqué, la présence du vert et d'un rouge qui tire sur l'orange, du bleu également. Et ensuite, il commandera, cette fois-ci à Rietveld, une pièce dans sa propre maison, qui est celle-ci, qui va être mise en couleur par Doesburg et qui sera très largement publiée dans les revues d'avant-garde, en particulier dans cette revue française qui s'appelle L'architecture vivante. Alors, vous voyez que entre le dessin original et les couleurs originales de la pièce et la publication dans l'architecture vivante, il y a un changement de couleur qui est fait par Doesburg et qui remplace le vert, qui supprime le vert de la composition pour ne garder que les trois couleurs primaires. Donc même Doesburg va évoluer dans cette relation de couleurs et il va lui-même, sous l'influence directe de Bart van der Leck et de Mondrian, restreindre son panel de couleurs aux couleurs primaires. Alors, j'ai évoqué l'architecture vivante. Donc, cette revue, je vous conseille vraiment de feuilleter. J'imagine que ce n'est pas à la bibliothèque ici, mais je pense que vous pouvez la trouver à la bibliothèque de la Cité de l'Architecture. C'est une revue fondamentale qui va s'intéresser à la fois aux avant-gardes françaises, qui est fondée par Jean Badovici, dont on parlera un peu plus tard en évoquant Eileen Gray. Badovici est à la fois architecte et surtout critique d'architecture, va consacrer 8 volumes extraordinaires à l'œuvre de Le Corbusier, dont un volume entier consacré à la peinture, et puis des volumes spécifiques consacrés aux grands mouvements européens, donc un volume sur l'Allemagne, 3 volumes sur la Russie, et puis un volume rassemblant les œuvres hollandaises, qui est donc ce que vous voyez ici, qu'il va confier à Van Doesburg. Doesburg va faire même un projet de couverture qui ne sera pas retenu par Badovici. Et donc en 1925 va être publié cet ensemble autour du mouvement de Still. Le dernier architecte collaborateur avec qui va collaborer Doesburg est, contrairement aux autres, un jeune architecte, un architecte qui démarre sa carrière. Évidemment, Doesburg est plus âgé, ça sera plus facile pour Doesburg d'imposer ses vues à ce jeune architecte. Il s'appelle Cornelis van Eesteren. On le voit ici dans son bureau qu'il va installer à Weimar, on verra plus tard pourquoi. On voit à l'arrière de son bureau un exemplaire de la revue de Still avec le logo de la revue. On verra l'importance de Van Eesteren la semaine prochaine, en évoquant plus avant sa collaboration avec Doesburg, mais ici, il a la commande, par l'intermédiaire de ses parents, d'une maison dans une petite ville de Hollande. Cette maison, elle est effectivement extrêmement moderne dans sa configuration. Donc, on est dans un dispositif de volume en toit terrasse, avec des compositions de façade, je l'ai évoqué par rapport au Remplein de Loos, beaucoup plus libre. On a quitté cette symétrie des volumes et des arrangements, des ouvertures que vous voyez dans les œuvres des architectes précédents.
Et on voit que la collaboration picturale, elle est complète, c'est-à-dire qu'il y a non plus un effet de mise en couleur de fenêtres déjà préinstallées, mais on voit bien que la position et le choix des couleurs des éléments des façades crée une dynamique complètement homogène par rapport à la composition architecturale elle-même. Une toute petite maison. Vous voyez ici un dessin extrêmement intéressant qui est un dessin étrange, qui est à la fois une perspective axonométrique, mais bizarrement reliée, où on voit déplier tous les éléments du volume, on en reparlera aussi un peu plus tard, et où vient flotter dans l'espace des plans colorés, des plans de non-couleur, assez librement. Donc voilà la publication de ce dessin, mis en couleur par Doesburg dans l'architecture vivante. La maquette de la maison, c'est une maison en pente. Il existe, heureusement, une plaque, un autochrome, une plaque photographique en couleur de cette maison, où on voit, c'est un tout petit bâtiment évidemment, on voit le travail sur les mises en couleur par Doesburg, et actuellement elle est visitable, elle est transformée en un petit musée. Et donc les couleurs ont été réinstallées très précisément. Vous voyez d'un côté rue, il y a les couleurs primaires sur les volets, de l'autre côté les couleurs les non-couleurs. En particulier, les plans colorés diffèrent sur les faces des éléments du projet. C'est-à-dire que là, par exemple, le volet n'est pas entièrement peint en rouge devant et derrière, mais la tranche, on le voit ici dans ce volet, la tranche permet l'articulation et le changement de couleur. Donc ça paraît anecdotique, mais c'est extrêmement important sur le point de vue théorique parce que ça transforme des volumes en plans. Ce ne sont plus des épaisseurs où la couleur accentue la présence du volume, mais ce sont des plans qui sont disjoints entre l'intérieur et l'extérieur et qui sont rendus autonomes. L'intérieur de la maison, on retrouve des éléments colorés, des escaliers, des plans sur les portes. Une autre collaboration avec Van Esseren, qui est pour ses parents un premier projet de maison qui ne sera pas réalisé. Et la seule chose, ils vont changer de terrain, la seule chose qu'ils confirment à leur fils, c'est la construction d'un garage qui sera aussi réalisé en couleur par Doesburg. D'autres projets collaboratifs, une maison non construite à La Haye, mais vous voyez bien dans les façades et dans les plans, d'une part l'abstraction relative des volumes, et d'autre part le lien dans le parcours intérieur de la maison avec les théories de l'os. Autre collaboration, tout ça on avance dans le temps, on est en 1924, axonométrie du dessous à la manière d'Auguste Choisy, qui permet de comprendre la disposition des plans colorés, à la fois des surfaces et aussi des sous-faces des hauts-vents de ce bâtiment. Voilà la perspective traditionnelle de ce projet de collaboration entre Doesburg et Van Esseren.